Bon, j'espère que c'est pas nous qui portons malchance à nos combattants de chez nous, mais après avoir reçu Fred Duprat au podcast la semaine passée, super entrevue, vous pouvez aller la réécouter si ça vous intéresse, mais les choses ont changé pour Fred, Johan, parce que malheureusement, son combat à la PFL Europe a été annulé à la dernière minute. Ça, c'est un fléau, puis pas de contrôle là-dessus, mais quel dommage quand même. Hein? Quel dommage. Puis tu sais, moi, je souhaite qu'éventuellement, les organisations puissent trouver une façon peut-être de dédommager les combattants comme ça. Peut-être, je sais pas si on pourrait mettre excusez-moi l'expression, un deadline 2 semaines avant le combat. S'il y a une annulation, il faut trouver une manière de récompenser la personne qui, lui, était prête à se battre parce que c'est tellement de sacrifices, de temps, d'argent, d'énergie de mis dans ces camps d'entraînement-là. C'est tellement crève-cœur quand ça arrive. Non, exact. Puis c'est ça. Puis tu fais bien de le mentionner, puis peut-être que les gens en sont pas conscients, mais quand tu te bats pas dans ce milieu-là, t'es pas payé. Exactement. Puis des gars comme Fred Duprat, qui sont pas des méga stars, qui sont des combattants qui essayent de se faire un nom, qui sont en sous-carte, c'est pas des bourses astronomiques. Là. Non, donc, on rallonge encore le cheminement de 2-3 mois sans avoir la bourse qui vient avec. Donc, oui, c'est très difficile. Là. Bon, la bonne nouvelle, au moins, si on veut voir le verre à moitié plein, c'est que Fred n'est pas blessé. C'est son adversaire qui a annulé le combat. On n'a pas été en mesure de trouver un adversaire, mais ça devait avoir lieu samedi, là, en fait, le 13. Et puis, il était à l'aéroport pour son départ, Fred, quand il a appris. Au moins, il n'a pas pris son vol. Wow. Donc, il ne s'est pas rendu en Europe pour rien. Mais dommage pour Fred Duprat. On va espérer qu'il pourra obtenir un autre combat rapidement. Il était prêt. Gros camp d'entraînement. Il était ultra confiant. Vous l'avez entendu. Bref, on va suivre la situation puis on vous tient au courant dès qu'on a des nouvelles pour la prochaine sortie du Québécois Fred Duprat à la PFL. Sur ce, bienvenue au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Ah oui, gros menu pour vous aujourd'hui. Retour sur l'UFC 323, bien sûr. 2 nouveaux champions à l'UFC. Une soirée remplie de surprises. Rocambolesque. Rocambolesque. Il est tout arrivé, ou à peu près. Des gros KO, des combats excitants, des blessures, malheureusement. Donc, on en discute dans quelques instants. On met la table pour le dernier gala UFC de 2025 également. C'est samedi à l'Apex. Brennan Royval contre Manel Kape à 125 livres et 3 combattantes canadiennes en liste, dont un combat très important pour Jillian Robertson aussi. Donc, très, très hâte de vous parler de ça et de présenter quelques extraits d'entrevues que j'ai fait, notamment avec Jillian Robertson. Les nouvelles, comme d'habitude, à la fin de l'émission. Mais on débute tout d'abord en parlant encore une fois de la PFL, parce que, oui, ça se poursuit. Il y a ce gala à Lyon qui va avoir lieu quand même cette fin de semaine. Mais la semaine d'après, on va aller du côté de l'Afrique. PFL Africa. Et un combattant de chez nous qui est en action dans cette organisation, on le retrouve du côté de Gatineau, Alain Majoric. Comment ça va, Alain? Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci énormément de prendre le temps. Donc, je mets la table. T'affrontes Wassi Adesina à la PFL Africa numéro 4, donc chapitre 4 cette année. C'est la finale du tournoi cette année à la PFL Afrique. Ça va se passer du côté de Cotonou au Bénin, le 20 décembre prochain. Donc, on va te souhaiter tout de suite qu'il ne t'arrive pas la même malchance que Fred Duprat. Comment tu vas, Alain, à quelques jours de ce retour dans la cage pour toi? Une grosse année 2025 en plus. Oui, quand même une grosse année. J'ai été pas mal actif cette année. J'ai eu des bonnes opportunités. J'ai pris les opportunités. Puis, je te dirais, la chance a viré sur mon côté parce que je me battais pour un combat régulier à PFL, puis les 2 combattants du main event, ils ont pas fait le poids, donc j'ai rentré dans le tournoi en demi-finale direct, puis là je me bats pour la finale le 20 décembre, une journée spéciale pour moi, comme le 18 octobre aussi, c'était une journée spéciale pour moi. Fait que les étoiles sont alignées pour moi, je suis confiant. Je suis la meilleure forme physique que j'ai eue là. Je te dirais, comme je te dis, les étoiles sont alignées. Le 18 décembre, c'était une journée crève-cœur, mais une journée spéciale pour moi parce que, dans le fond, j'avais un ami qui était décédé une quinzaine d'années passées. Oh. Le 18 décembre. Donc, je savais qu'il était pas être avec moi cette journée-là. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup superstitieux.
Puis ben après le combat, ben on a tout de suite su que la prochaine date, c'était pour être le 20 décembre. Puis ben le 20 décembre, c'est la journée de ma première fille, l'anniversaire de ma première fille. Wow. Donc je m'en vais gagner ça pour elle le 20 décembre, puis je remporte la ceinture au Canada. Quelle belle source de motivation, comme tu viens de le mentionner, là, combattre. En même temps, manquer un petit peu la fête de sa fille, qui est la plus grande motivation, j'imagine, moi, nouvellement papa. Comme tu l'as mentionné, tu as eu une grosse année 2025, une ascension quand même assez rapide. Là, moi, je te dis félicitations, Alain, te rendre en finale déjà de l'organisation PFL Africa. Toi qui as fait tes débuts professionnels en 2023, les gens, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Donc, comment tu vois ce combat-là? As-tu regardé un petit peu ton adversaire? As-tu regardé un petit peu ses forces, ses faiblesses? J'ai regardé mon adversaire, ouais, c'était quelqu'un qui met beaucoup de pression. Il va essayer de wrestler. Moi, c'est un peu ma force. Comme que je disais avec mon coach, les gens ils ont pas vu encore tout ce que je suis capable de faire parce que quand j'arrive en combat, je me retiens un peu puis je me laisse pas aller à 100%. Mais la journée que je vais me laisser aller, le monde va vraiment comprendre pourquoi que je me suis rendu jusque-là. C'est pas pour le rien que je me suis rendu jusque-là. Tu sais, ça a pas été de la chance. J'ai jamais reculé devant aucun adversaire. J'ai accepté tous les combats qu'on m'a donnés. J'ai tout le temps fini gagnant. Puis j'évolue à chaque combat, puis je suis de meilleur en meilleur, puis je me laisse de plus en plus aller. Ce combat-là, c'est un combat très important pour moi. Non seulement la paye, mais la paye, c'est un plus. Comme j'ai dit, l'argent, ça part puis ça revient, fait que ça va partir à un moment donné. Mais le moment historique de ce moment-là, d'être je pense que je suis le premier Canadien, je vais être le premier Canadien à gagner une ceinture internationale dans la deuxième plus grosse ligue au monde, sinon la plus grosse ligue. Vu qu'elle est partout dans le monde de ces temps-ci. Fait que pour moi, ça a pas de prix. Là, tu sais, là, ça va. Quand tu vas taper mon nom sur Google, là, ça va tout le temps être là. Puis ça a pas de prix. Là. Le 100 000, c'est une série sur Sunday, mais être dans l'histoire du MMA canadien, là, je trouve que c'est encore plus gratifiant que cet argent-là pour moi. Je suis vraiment reconnaissant de où ce que je suis vraiment confiant. Puis j'ai hâte de performer encore une fois. Ben, félicitations. J'allais te le demander, 100 000. Je me demandais c'était combien la bourse, là, mais tu viens de nous le dire, 100 000 $. Donc, puis on vient d'en parler avec Fred Duprat, puis tu sais, puis pour un combat, c'est énorme, là. Oui. Honnêtement, pour un combattant, il n'y a pas beaucoup de combattants millionnaires dans le monde, même à l'UFC. Donc, 100 000, c'est une très, très, très bonne bourse. Je veux pas te contredire, Alain, mais il y a quand même Olivier Aubin-Mercier qui l'a remporté 2 fois, la PFL. Mais bon, tu vas être un des premiers. Ouais, mais Olivier Aubin-Mercier, lui, il l'a gagné à 155 livres. Faut pas t'oublier. Moi, je vais être le premier à l'avoir fait à 145. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Exactement. Non, puis il se compte sur les doigts d'une main, là, les champions canadiens dans des ligues majeures comme ça. Donc, ça enlève absolument rien à cet exploit-là si tu réussis à l'accomplir. Parle-nous, Alain, de comment tu t'es retrouvé à la PFL Afrique. En début d'année, début 2025, tu étais à Samouraï MMA, tu as battu Maxime Soucy pour devenir champion de l'organisation ici au Québec. Comment tu t'es retrouvé à PFL Afrique jusqu'en finale? Là? Dans le fond, c'est mon agent, Jérémy Rubin. Je lance tout l'honneur, toute la médaille à lui. C'est lui qui a réussi à me connecter là. Puis je suis loyal à Jérémy depuis le début. Il m'a pris sous son aile quand j'ai gagné le championnat amateur à Fight Quest. Puis depuis ce temps-là, ben on est tout le temps ensemble, puis on se parle, puis on vise toujours le top. Puis comme j'ai dit, moi, je suis pas là pour changer 18 fois d'agent. Là, je suis là pour faire les choses avec une personne, puis me rendre jusqu'au top avec cette personne-là. Puis il a toujours été là pour moi, donc je vais toujours être là pour lui. Puis j'y lance la médaille. Là, c'est lui qui a trouvé ça. Oui, j'ai fait les combats. Oui, j'ai jamais backé off devant aucun combattant. Mais lui, il a des connexions depuis qu'il est rendu avec Co-op Represent, KO Represent, un management aux États-Unis. Mm-hmm. Puis je crois que ça a porté fruit. Puis les deux, on est gratifiants de ça, puis on est contents. Ouais, comme tu l'as mentionné, là, Jérémy Rubin, qui est mon agent à moi aussi, qui était avec ISS Management avant, qui est maintenant rendu avec Co-Rep, qui est certainement un des meilleurs et un des plus grands agents qu'on a ici. C'est l'agent de Fred aussi. Au Québec, au Canada. Jérémy Rubin qui a vraiment fait son nom. Mais il faut lancer les fleurs à la personne qui rentre dans la cage. Puis ça, c'est toi, Alain. C'est un sport risqué. C'est un sport d'opportunité. Puis les opportunités, tu les crées, mais tu les prends aussi. Il y a plein de personnes, je suis sûr, qui auraient été à ta place, qui auraient peut-être
reculer au lieu d'avancer parce que ça reste des grandes opportunités. Tu sais, t'as 36 ans, mais t'es un jeune combattant encore. Je considère que t'as encore beaucoup à accomplir. Fait que les opportunités, c'est toi qui les as prises, c'est toi qui les as créées. Puis c'est tout à ton honneur. Fait que je te souhaite vraiment beaucoup de succès pour ta finale. Est-ce que tu vois le combat se dérouler d'une certaine manière, toi? Je le vois d'une certaine manière, mais ça se passe jamais comme ça, tu sais. On va se dire, l'imagine. Mais cette fois-ci, là, ça va faire 5 ans que je fais du MMA, puis j'ai fait des combats de boxe pendant peut-être 1 an. Je pense que celle-là, là, la dernière fois que j'ai gagné un combat par finish, puis je m'avais dit, là, il serait temps que j'ai eu un finish, c'était quand j'ai gagné ma ceinture à Fight Quest. J'avais fait 4-5 combats, puis j'avais pas eu de finish, puis je cherchais des finishes, j'étais comme, tabarnak, je vais encore faire un 3 rounds. Mais là, je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment que ça va bien aller, ce combat-là. Puis, comme je te dis, les étoiles sont alignées. Je me suis rendu là, pas par chance un peu, mais en même temps, genre, tu sais, j'ai travaillé pour. Puis, je crois que ça va arriver, là. Mon premier KO en MMA, là, je le vois, je le visualise, puis ça serait un bon moment que ça sorte, là. Ça serait vraiment un bon moment, là. Je pourrais mettre ça serait vraiment cool, là, que je puisse le finir, là, parce que je sais que je frappe fort. Il manque juste d'enchaîner les coups un peu plus, les 2 troisièmes coups, mais que les 2 troisièmes coups, il rentre comme il faut, là, ça risque de tomber. Puis lui, c'est un wrestler qui j'aurais pas besoin genre d'essayer d'avancer puis de chercher après mes coups. Lui, il va venir vers moi, fait que double impact, puis on le voit, là, on le voit tomber. Hey, avant de te laisser partir, je sais que tu as un rendez-vous, Alain, on va te laisser partir dans une seconde, mais juste avant, pour ceux qui connaissent un peu moins, tu as 36 ans, tu as commencé les arts martiaux mixtes sur le tard, comme Yoann le disait. C'est quoi ton parcours sportif qui t'a mené jusqu'aux arts martiaux mixtes? Moi, j'avais fait des arts martiaux justement chez Pat Note, que j'avais 18 ans. Puis j'étais vraiment pas discipliné, j'avais la tête partout, le corps partout, là, quand j'étais mineur, majeur, début adulte. Puis j'ai arrêté, j'avais pas de discipline. Puis quand j'ai commencé à faire de la boxe en 2018, il y a eu le COVID après. Puis le seul gym qui était ouvert en Outaouais, c'était Arts martiaux Pat Note. Puis j'ai dit, Julien Leblanc, c'est un de mes amis d'enfance, puis il m'a dit, tu devrais venir. Puis un matin, j'étais en train de prendre mes cafés, puis je le remercie toujours de m'avoir dit de revenir. J'ai dit souvent cette partie-là de ma vie, puis je l'ai vu passer en avant de chez nous, parce que j'habitais sur une rue principale, puis j'étais en train de boire mon café, je l'ai vu passer en avant. J'ai dit, tu sais quoi, c'est aujourd'hui, je m'en vais là, puis depuis ce temps-là, je suis en marceau Pat Note, puis je suis vraiment reconnaissant de toute l'équipe qu'on a là, tous les combattants. Sans eux, tu sais, je serais pas la personne que je suis, le combattant que je suis aujourd'hui, sans mon coach non plus. C'est pas mal lui qui m'a tout montré, c'est Patrick Marcil. Puis je suis vraiment reconnaissant, puis vraiment content d'avoir rencontré ce monde-là. Ils ont changé ma vie, puis... c'est vraiment une très belle histoire, effectivement. Puis on sent que ton équipe est très, très proche dans ton cœur aussi. Sifu Patrick Marcil, qui est Julien Leblanc, champion de samouraï. C'est lui qui est derrière les succès de Marc-André Barriot aussi. Oui. Dave Leduc, champion de Letway. Très grosse équipe chez Pat Note. Puis c'est tout à ton honneur de mettre ton équipe à l'avant-scène comme ça. Puis tu sais, on le sent, on le voit que tu sais, ça vient de chercher à l'intérieur de toi. Puis c'est normal, puis c'est parfait. Puis c'est ce que ça prend, parce que tu sais, on est des gars intenses, on est des gars remplis d'émotions. Puis ça prouve que tu es à la bonne place en ce moment. Fait que c'est parfait, mon. Alain Majoric, merci énormément. On te laisse aller, je sais, on pourrait jaser encore longtemps, mais merci énormément. Bonne fin de camp d'entraînement. Je le répète, 20 décembre prochain au Bénin à Cotonou. Alain est en finale des 145 livres de la PFL Afrique. Ramène-nous la ceinture à Gatineau, mon cher Alain. Je te souhaite la meilleure des chances. Let's go! Excellent, Alain. À bientôt. Merci. Merci les gars. C'est vraiment apprécié. Puis, j'adore ça parler de tout ça. Là. Ça vient vraiment me chercher. Puis c'est des... comme ma femme a toujours là, elle dit sick de moment, là, puis c'est ça, là, tu sais, là, je prends tout ça tu sais quoi, tu reviens en janvier, là, je te rappelle, tu reviens en studio, puis on jase plus longtemps. Avec la ceinture. Puis avec la ceinture sur le bureau. Bonne fête à ta fille également, le 20 décembre prochain aussi. À bientôt. Bon succès, Alain. Bye. Bye, Yann. Bye, Ben.
Alors voilà, Oh, wow. Alain Majoric. C'est ça, on le voit, hein, les émotions. Rempli puis d'émotions, tout ça. ouais. Ça me Hey, donne des j'imagine- frissons, moi. Ben ouais, c'est ça. Moi aussi, j'adore ça quand les combattants... Excusez-moi, je suis un peu loin de mon micro. J'adore ça quand les combattants sont impliqués comme ça. Puis tu sais, c'est un sport individuel, mais Ouais, pas pantoute dans le fond. C'est tellement un sport d'équipe. c'est vraiment un les sport arts martiaux d'équipe. mixtes. C'est juste qu'on réalise à quel point, quand on rentre dans l'octogone, on est seul avec nous-mêmes. Donc, c'est là que des fois, ça devient un petit peu plus difficile. Mais vraiment, là, on le voit, là, on le sent, le support de sa femme, la motivation de ses enfants, l'entourage, toute son équipe. Julien qui est derrière Leblanc. lui. Julien Leblanc qui l'a aidé à revenir dans le monde des arts martiaux mixtes. Donc, ouais, un beau talent, ça, Alain Majoric. Ouais, toute une histoire donc à suivre pour ce combat du mois de décembre, le 20 décembre. Donc, pour Alain Majoric, UFC 323, c'était samedi. T'as regardé ça, c'est sûr. Ouh! Comme d'habitude avec Mes combattants. une petite gang, ouais, c'est ça. Ouais, exact. ouais, mes jeunes combattants que je salue, là, les deux jumeaux, Charles-Olivier Brunel puis Philou Brunel, une machine de jiu-jitsu, une machine de boxe, mais là les deux commencent à jouer des deux côtés, donc on va voir l'avenir pour eux bientôt. Là. Nouveau champion à 135 livres. Ouais. Pietorian, nouveau ancien champion, on va dire ça comme ça, parce que Pietorian récupère sa ceinture avec 4 ans d'écart entre ces deux Ouais. règnes. Ça, c'est fantastique. Puis détrôner Merab Dvalishvili, on en parlait la semaine passée, on se disait il va être tellement difficile à détrôner, il semble imbattable. T'avais-tu vu ça venir, cette performance-là de Pietorian? Jamais. La vitesse qu'il avait, le contrôle, il s'est laissé aller, il était pas à reculons du tout. A fait du dommage, a touché beaucoup au corps. Selon moi, les coups au corps ont fait une grosse différence, surtout au niveau de l'énergie de Merab. Par contre, est-ce qu'il y a eu un petit problème au niveau du coaching? Est-ce qu'il y a eu un petit problème dans le coin de Merab? Parce que selon le coin de Merab, selon le coach John Wood et Aljamain Sterling. il disait que Merab avait gagné les 3 premiers rounds. Moi, j'ai pas ça du tout dans dans ma carte, dans ma fiche. Donc, peut-être un petit problème de communication au niveau du combattant puis du coach. Est-ce que Merab a commencé trop tard? Je crois pas parce qu'il y a eu de la misère à terminer aussi. Donc, moi, je pense vraiment juste que ça a été une performance exceptionnelle de la part de Pietorian. Je suis 100% d'accord avec toi. Tout le crédit revient à Yann. Et ce qui peut peut-être... Tu sais, c'était serré parce que Oui. il est... Merab Dvalishvili, c'est un dur. Exact. Un dur à cuire. Il y a eu les coups lancés par Pietorian en puissance. Au corps, surtout, tu l'as dit. On a vu, là, il s'est penché. Quand il a reçu des coups au foie, là, ce coup de pied, je pense que c'était au 3e round, Ouais. il s'est penché. Il a eu mal, ça a paru. Mais il est resté debout. Tellement de combattants seraient restés au sol. Et puis, je pense que ce qui est un peu... Et je suis d'accord avec toi, John Wood a dit « T'as gagné les 3 premiers rounds », puis on n'était pas... J'étais en désaccord. Mais de leur côté, je pense que ce qu'ils voyaient, c'est que Merab était peut-être plus actif. En volume, Merab lançait plus. Il touchait même un petit peu plus, mais... De façon moins significative. de façon je pense. beaucoup moins significative, exact. Et au niveau de la précision, Pietorian avait besoin de lancer beaucoup moins de coups, mais Exact. touchait beaucoup plus souvent. Et le dommage était énormément était vraiment du côté de Yann. Donc, et c'est le critère principal, le dommage. Là. Donc, 100% que ces rounds-là allaient du côté du Russe. Et la défense contre les amener au sol aussi. Oui. 27 en 29. Seulement 2 fois s'est fait amener au sol. Puis il n'est pas resté là du tout. Donc, ça a été un gros enjeu là aussi. De là, l'importance, selon moi, d'avoir un plan de match. Parce que si on regarde, le coin de Pietorian a montré le plan de match qu'il avait écrit avant le combat. Et c'est toutes des choses qui sont arrivées. Moi, je crois pas, en tant que combattant, en tant que coach maintenant, je crois pas qu'un plan de match ne doit pas être. Je pense que c'est vraiment important d'avoir un plan de match. Si ton plan A ne fonctionne pas, c'est le plan B. C'est le plan B. C'est exactement ça qu'ils ont montré, Exactement. une espèce de charte de bon, on commence par là, fonctionne, on va par là, ça marche pas, on va dans cette direction-là. Puis c'est C'était ça, fou, là. ça, c'est être prête à tous les scénarios. Puis moi, c'est ce que je dis à mes combattants. Vous devez être prête au pire des scénarios. Au meilleur des scénarios, il faut avoir plus de pensées positives que de négatives, mais il faut être prête à tout. Parce que si jamais on se fait surprendre dans le combat, c'est là que ça va commencer à mal aller. Puis j'ai vraiment senti que Pietorian avait toutes les réponses que Merab lui posait. Et vraiment, là, les coups au corps qui ont vraiment questionné Merab. Est-ce que je continue à essayer d'aller au sol? Est-ce que je vais manger un coup en essayant de descendre mon centre de gravité? Une performance étincelante. Voilà, on savait on savait qu'Yann avait l'avantage au niveau du striking, du combat debout. Puis
il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, en 2023, Merab avait fait qu'une bouchée de Peter-Yan. Donc là, on se disait vraiment, OK, oui, il y a peut-être mais là, on se disait, oui, avantage au niveau du striking pour Yan, mais Merab s'est beaucoup amélioré dans cet aspect-là aussi. Il y a 2 ans, ça avait été une masterclass, clinique, là, ouais. exact. On voyait difficilement comment Yan... Là, il disait, j'étais blessé, j'étais pas à 100% il y a 2 ans. Oui, c'est vrai. Puis j'ai beaucoup appris de ce combat-là. Puis ça va être différent cette fois-ci. Je veux faire du dommage, je veux lui faire mal, puis c'est ça qui va faire la différence. C'est exactement ça qui est arrivé. Donc, chapeau, vraiment chapeau à Peter-Yan. Revanche assurée, selon toi? Selon moi, oui. Puis ça se doit d'être. Parce que, 100%. Parce que tu sais, veux pas, Peter-Yan n'a pas terminé Merab. Si Peter-Yan avait terminé Merab en partant, peut-être que je dirais, oh, ouais, ça avait été expéditif, effectivement. Tu sais, mais là, ça a été une décision. OK, oui, une décision convaincante, mais... juste avant, Merab avait gagné une décision aussi. Donc, selon moi, un beau rematch. Puis il faut pas oublier que Merab Dvalishvili s'est battu 4 fois en 2025. Oui, ça, c'est un autre Il a eu une année sensationnelle et il a été un grand... Il a cimenté sa place comme le plus grand 135 livres de l'histoire, sinon l'un des plus grands. Je pense qu'il mérite, malgré sa performance, je pense qu'il vraiment mérite un retour. Puis le reste à voir s'il va vouloir prendre un peu de temps parce que oui, lui, il dit que ça n'a pas eu d'impact, mais peut-être que 4 coupes de poids en 1 an, ça a peut-être eu un impact. Je veux dire, le corps humain a ses limites à un moment donné, donc peut-être qu'il va prendre quelques mois. De toute façon, après une guerre comme ça, peu importe, si t'aimes ça de battre souvent, je pense que t'as pas le choix de... Le repos est permis. Le repos est permis, exact, et mérité. Ouais. Joshua Van est le nouveau champion des poids mouches. Et celle-là, j'allais dire, il a détrôné Alexandre Pantoja, mais je ne vais pas utiliser le mot détrôner. Parce que Alexandre Pantoja, blessure rapide, 26 secondes seulement, dislocation du coude. Il n'y a pas eu de combat, en fait. Et Van a été déclaré champion en raison de cette blessure. Donc, énorme malchance pour Alexandre Pantoja. Mais ça fait partie du sport. Hein? Oui, complètement. Van qui était pas nécessairement dans une position avantageuse lorsque le combat a commencé. Hein? J'ai vraiment l'impression qu'il était dans une tempête. OK? Oui. Ben, c'est ça. Pantoja a commencé. Il a été très agressif. Très agressif. En commençant, Pantoja a mis la pression, a envoyé des coups. On a vu Van à reculons, puis qui n'est pas habitué d'être à reculons. D'habitude, Van avance un petit peu plus. C'est lui qui met la pression. Je veux rien enlever à Van. Par contre, j'ai trouvé ça très dommage de le voir célébrer autant, de le voir autant festif, de le voir comme s'il avait fait un highlight reel, comme s'il venait de donner le knockout à Pantoja, alors que c'est pas ça qui est arrivé du tout. On ne doit jamais célébrer la blessure d'un combattant, même s'il avait fait un KO, puis que le combattant était tombé, s'était brisé le bras après. Il faut garder ça quand même noble et loyal et respectueux surtout, tu sais. Fait que c'est de ce côté-là que j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile à regarder, de voir Van célébrer le fait qu'un des plus grands champions soit blessé en ce moment. Mais je peux comprendre sa joie. Il devient champion. Il devient champion, exactement. Il y a eu beaucoup de critiques à son endroit dans le monde des arts martiaux. Mais qui lui-même a dit, avec le recul, effectivement, j'aurais peut-être pas dû être aussi démonstratif dans mes célébrations. Mais selon moi, dans la cage, à l'instant présent, c'est correct. Parce que là, avec toute l'adrénaline, toutes les émotions, l'énergie, ça va. Mais continuer après, dans la conférence de presse, continuer d'en mettre, là, c'est comme l'adrénaline est descendue, on va reprendre notre place. Là. Maintenant, moi, mon opinion personnelle là-dessus, bon, dans les livres d'histoire, le nom de Joshua Van va être à jamais associé à la ceinture des 125 livres. Ouais. Il va être considéré comme un champion. Mais à mes yeux, il n'est pas encore champion tant qu'il n'a pas gagner un véritable combat de championnat et tant qu'il n'a pas battu, et je vais même plus loin, tant qu'il n'aurait pas battu Alexandre Pantoja. Je t'explique pourquoi. Parce que là, Pantoja, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, c'est qu'il a lancé un coup de pied à la tête. Van l'a un petit peu a tenté de l'attraper. Puis en tombant sur son dos et en tentant d'amortir sa chute, le coude a complètement disloqué, a complètement débarqué de Pantoja et tout de suite, il a dit « je peux plus continuer, là, impossible ». Donc, si ça allait dans cette position, si ça se retrouvait 99 fois sur 100, il n'y a pas de blessure, Pantoja est sur son dos et probablement que Van ne va même pas au sol contre Pantoja. Il va le laisser se relever pour pouvoir continuer. Bref, tout ça pour dire, voici comment ça s'est passé.
Mais là, on ne connaît pas la gravité encore de la blessure de Pantoja. On ne sait pas si des ligaments ont été touchés. On ne sait pas si c'est simplement une fracture, une dislocation et tout ça. Donc, et là, on va en glisser un mot dans une minute, mais Tatsuro Taira est allé battre Brandon Moreno. Ouais. Tout le monde s'attend pour dire qu'il a le mérite, lui, une chance au titre, le jeune japonais. Donc là, même si Pantoja est sur la touche pendant plusieurs mois et qu'on fait un combat de championnat entre Van et Taira et que Van gagne, à mes yeux, Joshua Van ne sera même pas encore un véritable champion. Je vous le dis, là, tant que Alexandre Pantoja ne sera pas remis à 100% et qu'on ne refera pas ce combat-là. Pantoja est à mes yeux un grand champion. Il en est à sa 5e défense de titre et il mérite absolument, lorsqu'il sera de retour et en santé, d'obtenir un autre combat contre Van. Là, la grosse question, c'est à l'âge qu'il a, Pantoja, va-t-il revenir de cette blessure-là? Il est à 38 ans? Un peu moins, 35, 35, 36, ouais. OK, à 35 ans, c'est pas si pire. Mais tu sais, il est plus sur la pente descendante, entre parenthèses, que la pente montante. Donc, une blessure comme ça, à quel point ça va le ralentir, à quel point la gravité de la blessure est grande, combien de temps il va être éloigné du circuit, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Le jour où on va avoir les réponses à cette question-là, on va pouvoir... c'est sûr qu'il va y avoir un combat revanche entre les deux. Là. Exact. On va passer le restant de la carte ou les combats principaux rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir également. Tatsuro Taira, je viens de le dire, a battu Brandon Moreno. Car au 2e round, d'accord avec l'arrêt de l'arbitre? Taira? Moreno était... Taira avait le dos à Moreno, ouais, il frappait. Moreno semblait pas trop se défendre, mais tu sais, c'est toujours comme ça. Là, on se défend pas, on voit que l'arbitre arrive, puis là, on fait tout... Fait que, non, moi j'étais d'accord, parce que ça faisait un bon moment qu'il avait le contrôle sur Moreno, tu sais. Il contrôlait Moreno, il frappait Moreno, semblait ne pas avoir de solution. Arrêt correct de l'arbitre. Là. Moi, je suis en désaccord pour une seule raison. Brandon Moreno, dans toute sa carrière, il était dans des guerres, n'a jamais subi de KO, n'a jamais perdu avant la limite. J'ai pas l'impression qu'il était blessé. Il laissait passer la tempête un petit peu. Effectivement, il va probablement s'en vouloir parce qu'il a été un peu inactif à juste essayer à se défendre. D'accepter la mauvaise position. Mais j'aurais laissé le combat se poursuivre. Chapeau quand même à Tatsuro Taira qui se paye un très gros nom et qui s'invite dans la conversation. Peyton Talbot contre Henry Cejudo. Ils nous ont donné un très très bon combat. Cejudo, retraite bien méritée. Il a été très humble également. Bel hommage qu'on lui a rendu aussi. Lui qui a connu toute une carrière dans les sports de combat, champion olympique, double champion à l'UFC. Mais quel talent ce Peyton Talbot, hein? Quel talent. Mais la différence de la grandeur a vraiment joué là-dedans. On a vu là, au niveau de la distance, là, Peyton Talbot qui avait vraiment l'avantage. Cejudo semblait vraiment... il en manquait tout le temps un petit peu pour lui pour toucher. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est justement de voir l'attitude à Cejudo. Cejudo qui a perdu. Regarde, c'était mon dernier combat. Il a vendu chèrement sa peau. Il a jamais lâché. Il est allé jusqu'au bout. À la fin du combat, il était s'asseoir devant Dana White. Il a dit, ouais, ben regarde, il dit, celui-là, c'était mon dernier. Il est bon, le jeune. Puis, j'ai adoré voir ça. Pour moi, c'est tellement humble voir ça. T'sais, on sait qu'il y a le passage du flambeau un petit peu. Exactement. Puis, il y a eu un personnage assez, qui parle beaucoup. Donc, de le voir terminer sa carrière comme ça, moi, j'ai trouvé ça A1. Là. Et Peyton Talbot, moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans son cas, c'est pour un aussi jeune combattant, son QI de combattant, je veux dire, il prenait toujours les bonnes décisions. Il a une boxe ou un combat debout vraiment élégant, très précis. Tout a l'air facile. Toujours en contrôle. Toujours en contrôle, puis il a réussi à surprendre vraiment Cejudo. C'est lui on se disait, Cejudo n'a pas le choix de lutter. Oui. Puis c'est lui qui a réussi plus d'amener au sol, des contrôles et tout ça. Donc, je pense qu'il a vraiment été comme supérieur dans tous les niveaux, puis il a réussi à prendre à contre-pied et à surprendre un combattant expérimenté comme Cejudo. Donc, ça, c'est tout à son honneur aussi. Et là, ça invite... J'ai pas regardé la mise à jour des classements, mais Cejudo était 10e, donc tout porte à croire qu'il est dans le top 10 ou pas loin. Quel moment quand Peyton Talbot a amené Cejudo au sol, puis qu'il a regardé la caméra, il a fait une grimace. Quel moment incroyable. Il a dit, oh là là, vous l'aviez pas vu venir celle-là. C'est moi qui l'ai amené à terre. Là. Manuel Torres, Grant Dawson, ça c'est un combat que j'avais encerclé sur ma carte. Et j'ai été surpris. Et Manuel Torres m'a prouvé. Je doutais. Parce que je trouve que Dawson. Tu sais, moi, je vais jamais. C'est rare que je vais miser contre un gros lutteur, là, tu sais. Souvent, quand c'est un lutteur contre un combattant debout, je me dis, le lutte va souvent l'emporter parce que tu peux amener ça dans ton monde. Puis. Mais non, là, Torres a prouvé que c'est un méchant problème à 155 livres. Une vitesse, c'était très, très, très rapide. On a l'impression que
Dawson avait beaucoup de difficultés à suivre le rythme. J'ai l'impression qu'il n'est pas complètement remis de son gros KO contre Green. Peut-être. J'ai l'impression que depuis ce KO-là, c'est pas le même combattant. Ou quand tu te fais toucher une fois, ben là, à reculons un petit peu comme un plus. petit peu, ouais, c'est ça. C'est vraiment l'impression que j'ai eue, là. En tout cas, Manuel Torres, KO, premier round contre Grant Dawson. Ouais, puis c'est ça. Puis dégage énormément de puissance sans forcer. Donc ça, c'est la marque des très, très bons boxeurs là aussi. Macy Barber, elle était émotive après cette victoire contre Karine Silva. Très belle performance. 7 victoires de suite pour Barber qui, elle, revenait. C'était 21 mois d'absence quand même avec tous les problèmes de santé. Hein. Ouais. Puis beaucoup d'expérience. Un combat dur, ça n'a pas été un combat facile. Manger un coup de pied légal d'en face, c'est oui. jamais évident. Non, exactement. Mais on a vu beaucoup d'émotions, comme tu l'as mentionné. Elle a travaillé fort pour aller chercher cette victoire-là. Avec une longue absence comme ça, c'est un très beau retour pour Barber. Là. Et finalement, Edson Barboza contre Jalen Turner. Turner retrouve le chemin de la victoire. Et Barboza, c'est la fin pour lui. KO premier round. Tellement eu une belle carrière. Là. Si j'étais à sa place, là, je ralentirais un petit peu. Puis surtout quand on termine un KO comme ça en partant. Là, on peut pas se permettre de retourner dans le ring, de reprendre un autre KO. Et, on a eu une belle carrière. On accepte que c'est terminé, que c'est derrière nous. Là. Je trouve ça triste. Et peut-être que lui s'en fout carrément, là, mais je trouve ça un peu triste de voir des noms comme Edson Barboza être sur les early prelims. Ouais. Même pas à la télévision. C'est vrai. Même vrai. Sur la carte préliminaire. Puis Jalen Turner, c'est quand même un gros nom aussi. Jalen Turner, il a été dans le top 15 des 155 livres. Donc, je trouve un peu que ça ternit un peu son image. C'est ça l'affaire. Puis on disait toujours ça avec BJ Penn. On disait, tu sais, les gens comme toi puis moi qui suivent les arts martiaux mixtes depuis un bon nombre d'années savent c'est qui Edson Barboza. Ouais. Mais les gens, les nouveaux fans là, qui ont commencé à écouter ça en 2024, 2025, d'autres qui voient, c'est un vieux fini, un sac de sable. Là, c'est pas ça, Edson Barboza. Non, vraiment pas. BJ Penn, BJ Penn, à la fin, c'était triste. Là. Il se faisait vraiment malmener. Là. Mais ça a été tellement un grand champion. On va toujours se souvenir de Barboza, puis ses kicks. C'était un des plus grands kickers de l'histoire de l'UFC. A terminé 2 combats avec des coups de pied renversés sur la tempe. Allez voir sur YouTube. Oui. Edson Barboza contre Terry Etim. Incroyable. E-T-I-M. Ça, là, c'est le KO le plus... j'allais dire impressionnant, mais épeurant. Épeurant, mais en fait, c'est que souvent un KO comme ça, spectaculaire, on pense que ça vient de nulle part, mais il avait préparé ce KO-là. Il avait lancé une belle combinaison, il avait lancé un kick à la jambe, et en revenant de l'autre côté, il avait fait un spinning kick à la tête. C'était incroyable. Phil, si t'as le temps, va sur YouTube, trouve-nous ça. Edson Barboza contre Terry Etim. C'est incroyable le KO. Terry, là. E-T-I-M. On va continuer notre conversation, puis pour ceux qui le regarderont en vidéo, on va essayer de vous passer le KO. J'aurais dû le préparer avant, mais ça vient de m'allumer. On demande à notre Phil, ami Phil qui va nous trouver ça. Dernier gala, de 2025 cette semaine. On est à l'Apex, donc on termine ça relax. Après le gros UFC 323 au T-Mobile. On s'en va l'autre côté de la rue ou presque à l'Apex. Brennan Royval contre Manel Cap. Ça bouge hein, chez les... On vient de voir la réaction. Oh, c'est ça, il vient. OK. Oh wow, ça c'est bon. Lui, il l'avait jamais vu. Il est là, puis il se tient. Oh! OK, il va nous trouver. Regardons ça. Ceux qui nous regardent en vidéo. Low kick. Et on va y retourner avec la même. Boum! Oh là là! Directement sur le coup de pied renversé, directement sur le incroyable. Front. Oh là là. Oui, on est désolé pour ceux qui sont en train de manger. Mais bref. C'est ça, Edson Barboza. Exact. Donc ça, c'est le Edson Barboza de ses meilleures années. Puis il a déjà refait un autre KO exactement pareil comme ça. Là. Merci, Phil, pour ça. Royval contre Cap, je le disais, ça bouge là, chez les 125 livres avec le nouveau champion Van et tout ça. Puis qu'est-ce qui va arriver avec Pantoja. Donc, Royval, premier combat depuis sa guerre, lui, contre Joshua Van. Comment va-t-il? Retourner, c'est ça, sur le chemin de la victoire contre Manel Cap, qui lui a 2 victoires de suite. Puis il a été malchanceux parce qu'on le voyait en début d'année. Des grosses victoires, des KO, tout ça. Lui, il dit combat de championnat, un peu relégué aux oubliettes parce que sur la touche, blessé, annule un combat, puis là, se fait dépasser par Moreno qui revient, qui gagne. Se faire dépasser par Van, qui est super actif, se faire dépasser par Taïra. Donc, Manel Cap, lui aussi, là, si se paye Royval,
va pouvoir être dans, Ouais. dans le top 3. Là. Je pense que c'est vraiment une belle opportunité pour Cap de rebondir parce que Cap, c'est un combattant qui est quand même assez vocal, qui est assez spectaculaire aussi, qui aime ça déranger la personne en avant d'elle. Puis là, on a un rival qui, lui, revient d'une dure défaite là, contre un jeune loup qui, lui, est devenu champion. Est-ce qu'il va rebondir de cette défaite-là? On a quelqu'un qui revient d'une défaite contre quelqu'un qui est sur 2 victoires consécutives, donc j'ai hâte de voir. Mais ça va être tout un combat, 2 très talentueux combattants debout. Là. Exact, c'est ça. Ça va être une belle guerre debout. J'ai hâte de voir. Puis Cap, c'est des débuts à l'UFC un peu en dents de scie. Ouais. Il a été champion, si je ne m'abuse, à One, ou en tout cas, il était à One FC. Quand il est arrivé à l'UFC, on pensait que rapidement, il allait devenir champion. Gang perd à ses débuts, mais là, depuis ce temps-là, 6-1 à ses 7 derniers combats à l'UFC. 13 KO en 21 victoires. Donc, ouais, ça risque d'être très intéressant. Les autres combats qui retiennent l'attention, Giga Chikadze, on parle le gros coup de pied avec Barbosa. Chikadze, c'en est un aussi, contre Kevin Vacheios, l'Argentin, sauf erreur. Oui. Mais c'est un jeune loup contre un vieux routier. Puis Chikadze, on dirait que il a affronté. Est-ce que c'est contre José Aldo? Je vais aller voir sa fiche. Non, c'est contre Max Holloway. Chikadze, on le voyait devenir un potentiel champion. Il s'est battu contre. Je vais aller vérifier, mais je pense que c'est contre Holloway. Mais depuis ce temps-là, il n'est plus le même. Oui. Chikadze sur 2 défaites de suite, 1 et 3 à ses 4 derniers. Donc, belle opportunité quand même pour Vacheios de se payer un gros nom. Là. Est-ce que Chikadze a affronté Eamon Zahabi ou je me trompe? Il l'a pas affronté. Ils se sont pas affrontés, OK. Parce que j'avais en tête qu'il y a eu c'est vrai qu'il y a eu un combat difficile. Chikadze a comme son train a déraillé quelque part à un moment donné. Parce que, comme tu l'as mentionné, on le voyait comme étant un des plus grands prospects, puis, tu sais, un grand combattant pour sa catégorie, des bons coups de pied, un bon jab aussi, une bonne lutte, défend bien les amener au sol. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé quelque part. C'est contre Calvin Kattar. Exactement, c'est ça. Calvin Kattar qui a vraiment une bonne boxe. Hein. On le sait que l'ennemi numéro 1 de quelqu'un qui est très agile avec ses pieds, ça va être un boxeur parce que le boxeur va mettre beaucoup de pression. Donc, la personne qui kick à reculons, c'est toujours plus difficile. Ça pourrait être une bonne stratégie, là. Il a perdu contre Calvin Kattar en 2022. Il a été sur la touche pendant 1 an et demi après ça. Il est revenu avec une victoire, mais depuis ce temps-là, c'est défaite contre Arnold Allen et défaite contre David Onama. Et là, va tenter de retrouver le chemin de la victoire contre Vacheios, qui, lui, est sur une séquence de victoires, sauf erreur. Donc, Vacheios, à moins que je me trompe, c'est celui qui s'est battu contre Nasrat Akparas il n'y a pas si longtemps. La guerre était incroyable. Les deux s'en donnaient. C'est juste, si je me rappelle, si je me trompe pas... il est 16-1 de l'Argentine. Exactement, c'est exactement ça. Il s'entraîne maintenant au Kill Cliff en Floride. Donc, vraiment un talent brut au niveau du kickboxing. Si vous voulez vraiment voir un combat de haut niveau, là, manquez pas ce combat-là. Parce que l'Argentin a de très, très, très belles combinaisons pied-point. Exactement. Donc, ça va être à surveiller ce duel. En demi-finale, Marcus Buchecha contre Kennedy Nzechukwu. Je parle de Buchecha parce qu'on en a déjà parlé au podcast. Ancien multiple champion de Jiu-Jitsu brésilien qui a fait ses débuts. C'est un gars un peu comme Alain Majoric qu'on a eu en début d'émission. Je pense qu'il a 36 ans, même chose. Il a fait ses débuts en arts martiaux mixtes tard, mais après une très, très longue carrière décorée en grappling. Mais il a perdu son premier combat contre Martin Buday cet été. Donc, est-ce qu'il va aller chercher sa première victoire à l'UFC? Un gros cognard, Nzechukwu aussi, là, à 205 livres. Nzechukwu, un gros cognard. Par contre, lacune au niveau du jiu-jitsu brésilien, on le sait. Ouais, exact. Donc, ça va vraiment être un clash de style. Ça va vraiment être quelqu'un qui est très bon debout contre quelqu'un qui est très bon au sol. Niveau de la portée, à l'avantage, là. Nzechukwu, je pense. Ouais, exactement. Yaroslav Amosov, rapidement, surveillez-le parce que c'est l'ancien champion de Bellator, fait ses débuts à l'UFC. Oui. Ça s'est pas bien passé en général pour les gens qui arrivent de Bellator à l'UFC. On va voir comment ça se passe. Et on lui donne un bon défi en partant, Neil Magny. On va voir de quel bois il se chauffe, le bon vieux vétéran Neil Magny, le gatekeeper. 28-1, Yaroslav Amosov en arts martiaux mixtes. 9 KO, 11 soumissions, donc un gars ultra complet. Aussi, parlons des Canadiennes en action, il y en a 3. Jamie Lynn Orth, qui est en action à 125 livres. Mais je vais vous parler tout de suite de Jillian Robertson, qui est classée 10e chez les poids pailles à 115 livres. Elle affronte Amanda Lemos. Donc, elle, grosse opportunité pour elle d'entrer dans le top 5. Elle est sur 4 victoires de suite. Ouais, sur une belle lancée, là. Sur une très belle lancée. 5-1 depuis qu'elle est revenue à 115 livres. Donc, Jillian Robertson. Puis
Puis c'est ça, hein? Quand on pense aux meilleurs Canadiens à l'UFC, présentement, jamais on pense à Jillian Robertson. Je suis d'accord. Je suis complètement Je suis d'accord. pas le seul, hein? Non, puis je suis complètement d'accord. Puis pourtant, elle a les cheveux rouges et elle représente le Canada tellement fièrement. Exact. À chaque fois qu'elle se bat, elle a ses shorts rouges, ses cheveux rouges, veut représenter le Canada, son drapeau, exactement, tu sais, fièrement canadienne. Je pense qu'on lui donne pas assez de mérite. Je suis complètement d'accord avec toi. On parle beaucoup de Jasmine, on parle beaucoup de Mike Malott, puis Charles, Marc-André. Exactement. Mais elle était là avant tout le monde. Et sais-tu quoi? Elle lancera son 20e combat à l'UFC. Wow, incroyable ça. Elle est 13-6. Seulement 5e canadienne de l'histoire à atteindre le plateau des 20 combats à l'UFC. Georges Saint-Pierre, 22. Patrick Côté, 21. Sam Stout et John Makdessi à 20 chacun. Wow. Donc, elle rejoint un club select. C'est la combattante Ouais. qui a la plus longue carrière à l'UFC chez les Canadiens. Et c'est elle qui a le plus de victoires aussi dans l'organisation. Bref, je l'ai questionné là-dessus, Jillian Robertson, sur sa longévité au sein de l'organisation. Une fille qui a commencé ça un peu de nulle part. Elle est rentrée lorsqu'elle avait 18 ans, je pense, ou 16 ans, à ATT. Elle est installée en Floride depuis son enfance avec ses parents. Elle est rentrée pour une classe de cardio-kickboxing. Je pense pas qu'elle se doutait à ce moment-là que sa vie allait tourner autour des arts martiaux mixtes. Là. Oh no, it's absolutely mind-blowing to me. I was literally, I don't know, just like in awe about it this morning, just thinking about it. It's crazy that I've been with the UFC this long. It's literally a dream come true for me, this job. And it's just what I get to do for my job for a living is just absolutely mind-blowing to me because it's so awesome. I love it. One of my friends was saying to me, he's like, you can always tell when Jillian's getting closer to fight week because she always just keeps on getting a little bit happier. The smile gets a little bit bigger. I want to chase for the greater honors for Canada still. I'm trying to get that belt. Un très beau sourire en plus. Puis elle dit j'adore les Fight Week, j'adore combattre. Puis le sourire est là. Puis c'est ça, je lui disais, ça te fait quoi d'être une des 5 Canadiennes avec 20 combats? Elle dit c'est bien, mais l'honneur que je veux pour le Canada, c'est une ceinture. Ouais. Il y a eu deux champions dans l'histoire du Canada, Georges Saint-Pierre puis Carlos Newton. Ça fait longtemps que le Canada n'a pas eu de champion. Puis là, elle dit après ma victoire, je demande un combat. Elle est convaincue qu'elle va passer au travers d'Amanda Lemos. Je sais pas comment tu vois ce combat-là. Deux filles, clash de style un petit peu. Lemos, pour une Brésilienne, on la connaît pas beaucoup au sol. C'est une fille qui frappe ultra fort. Ouais. Alors que Jillian Robertson a 7 soumissions, Ouais. un record chez les femmes à l'UFC. Mais très, très bonne debout aussi. Je trouve qu'elle est très complète. Je pense que l'expérience va aller surtout en faveur de Robinson. Ça va être un combat très relevé. Ça va être un combat très relevé parce que c'est deux combattantes qui sont... vétéranes. Deux vétéranes, exactement, qui sont très expérimentées, qui font partie de l'organisation depuis longtemps. C'est deux combattantes qui vont vouloir aller chercher la victoire parce qu'une défaite ferait du dommage. Donc, ça va être un très beau combat à regarder, ça. 4 victoires de suite, on le disait. 10 victoires avant la limite dans sa carrière de Jillian Robertson. Ça, là, ça égale... C'est au premier rang de tous les temps à l'UFC chez les femmes. Un record qu'elle partage avec Amanda Nunes. Wow. Nul autre qu'Amanda Nunes. Tu sais, je veux dire, jamais... Amanda Nunes, la GOAT, Ouais. jamais on va mettre Jillian Robertson sur le même palier qu'elle, puis avec raison, mais elle peut se vanter de partager un record avec Nunes. Donc, j'ai demandé à Jillian aussi dans la conversation comment elle expliquait ses récents succès. Elle est à l'UFC depuis très longtemps, mais connaît vraiment les meilleurs moments de sa carrière depuis quelques années. Là. It's all just kind of coming together. I think I'm just maturing a lot. Me and my head coach, Dean Thomas, we're always just like on the exact same page. We've worked together for 14 years now. So I think we're just really knowing how to work together 100%. And I've been with the UFC for, since I was 22. So we're 8 years now. And with 20 fights, I think it's just like all that experience is finally paying off. Ouais, un excellent coach, Dean Thomas, un très, très bon entraîneur. Donc, on lui souhaite énormément de succès. Puis, comme elle dit, Amanda Lemos va tenter de lui arracher la tête. C'est ça à quoi elle s'attend. Puis elle dit, je pense que ça va me créer des ouvertures pour amener ça au sol dans mon monde et aller chercher peut-être une victoire par soumission avant la fin. Donc, ne manquez pas ça. C'est sur la carte et entrevue complète sur le tvasport.ca. Également sur la page YouTube de TVA Sport. Même chose pour nos podcasts, par ailleurs. tvasport.ca, Cube Radio et également sur la page YouTube de TVA Sport. Je veux passer une minute sur Melissa Crowden qui va être à sa 2e sortie à l'UFC contre Luana Santos. C'est chez les poids coqs, donc 135 livres. Crowden a fait ses débuts à
Vancouver le 18 octobre. Donc, retour rapide pour elle. Ouais. Elle avait gagné contre Tainara Lisboa par KO au 3e round. Donc, je lui ai demandé à Crowden, je lui ai également parlé cette semaine, qu'est-ce qu'elle avait retenu, en fait, de son premier combat, puis comment ça la préparait, en fait, pour cette deuxième sortie à l'UFC. I'm obviously really excited that I'm living a dream that I've been chasing for a really long time. But I think anytime, doesn't matter what caliber of fight it is or what level of fight it is, most athletes look back on their fights no matter what the outcome is and always have something more that they wish they could have done or something better that they wish they could have done in the fight. So I kind of like picked myself apart a little bit in a healthy, productive way. And I'm glad that there was a lot to take away because I think it's going to serve me well in this upcoming fight for Saturday. Donc, c'est ça, pour traduire un petit peu, elle n'a pas vraiment célébré cette première victoire. Elle est contente d'avoir gagné, mais elle a dit je l'ai surtout utilisé comme apprentissage. Puis elle dit je suis très critique envers moi-même, puis même si j'ai gagné par KO, beaucoup de choses à corriger. Donc, tu es d'accord un peu avec elle de dire tous les combattants, on cherche toujours la perfection ou aller au maximum où on peut aller dans notre domaine. Là. Je suis complètement d'accord. Puis, tu sais, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on apprend en perdant, mais il y a toujours manière d'apprendre en gagnant. Puis c'est ce qui fait un combattant, un excellent combattant, c'est que malgré la victoire, on va trouver les petits ajustements à faire, les petits points à travailler, puis on s'assiera jamais sur notre succès. Je trouve que c'est une belle mentalité de sa part. Là. Donc, c'est sur la carte également qu'on vous présente cette fin de semaine, ce samedi, sur les ondes de TVA Sport 2, carte préliminaire 20h, carte principale 22h, gala en intégralité sur nos ondes. Je serai avec Pat Côté pour ça. On passe aux actualités là-dessus. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Oui, c'est sorti hier. On connaît la date du prochain combat de Marc-André Barriault, 7 février, dans un Fight Night à l'Apex contre Michal Oleksiejczuk. Barriault revient d'une défaite. Il a eu son gros KO. Il a sauvé sa carrière, en fait, à Montréal. Vous vous rappelez Il a craqué le crâne de son adversaire, si on peut être clair. Oui, exact. Avec un boni de performance en plus. Ouais. A accepté tout de suite un combat rapide contre Shara Bullet. Il est allé créer la surprise, là. Ben, c'est ça, il n'a pas gagné, mais il a donné toute une guerre et tout un combat à... Il a cassé le nez à Bullet. Il a montré qu'il avait sa place dans la catégorie des poids mi-moyens de l'UFC. Écoute, il est allé se déplacer dans le pays adverse, en zone hostile. Venait de gagner un combat, aurait pu clairement dire, écoute, je m'assois sur cette victoire-là, je relaxe un petit peu. Non, Marc-André Barriault, on le connaît, un gars de défi, je m'en vais me battre contre Bullet dans son pays, puis a offert une performance incroyable. Il n'est pas sorti avec la victoire, mais honnêtement, chapeau à Marc-André Barriault. Là. Et là, il va affronter Michal Oleksiejczuk, le Polonais, qui est sur une séquence de 2 victoires, revient d'un KO au premier round contre Gerald Meerschaert à l'UFC 319, un gars qui s'entraîne depuis... quelques temps avec les Fighting Nerds. Donc, un Polonais qui s'entraîne avec les Fighting Nerds au Brésil, c'est quand même... j'avais été surpris quand j'avais appris ça, mais lui a vu cette équipe-là, a dit, ils connaissent tellement de succès. En fait, c'est quand il a perdu contre Caio Borralho en 2023 que ça a sonné une cloche. Borralho, qui est le capitaine, en fait, des Fighting Nerds, il a dit, ça a l'air d'être toute une équipe, ils ont l'air de faire les choses différemment. Il est allé voir... il est allé faire quelques entraînements là-bas, il s'est dit, ça y est, moi, je suis prêt à faire le voyage chaque fois pour mes camps d'entraînement. Je pars de Pologne, je laisse ma famille, je m'en vais au Brésil pour mes camps. Donc ça, c'est une histoire assez particulière. Puis c'est un gars, ça va être un bon test pour Marc-André. Ça va être un bon test. C'est 2 très gros cogneurs. C'est un combattant qui est quand même rapide, mais c'est pas un gros 185 livres. Donc, un peu comme Marc-André Barriault, ça va vraiment être... c'est 2 spécialistes du combat debout. Deux gars qui boxent. 2 gars assez similaires, c'est vrai. Qui se ressemblent énormément. 2 gars qui aiment boxer, qui aiment envoyer leurs mains. Clairement, on le sait, la force à Marc-André Barriault, c'est beaucoup le clinch, le dirty boxing, le combat à courte distance. Donc, ça va vraiment être une facette qui devrait, selon moi, exploiter. Ça va être un combat qui va être très relevé, ça. Là. Et les défaites, je vous le disais, il est sur 2 victoires, Oleksiejczuk, mais ses dernières défaites, c'est quand même contre la crème. Là.
Caio Borralho en 2023, Michel Pereira, Kevin Harlan et Sharam Magomedov. Il a eu une séquence de trois défaites, mais contre des gros noms en 2024. Mais là, il est de retour au sommet. Donc, si Marc-André se paye Oleksiejczuk à ce stade de sa carrière, alors qu'il a retrouvé un petit peu ses repères, ça va être très, très, très intéressant. Mais gagne ou perd, Marc-André est là pour aller donner un spectacle. Puis il le sait qu'il en a moins à faire, mais il aimerait se rendre... lui aussi à 20 combats à l'UFC. Là. C'est ce qu'il m'avait dit la dernière fois que je lui avais parlé. Donc, on aura la chance de parler à Marc-André, bien sûr, avant son combat. C'est le 7 février prochain du côté de l'Apex. Donald Trump veut 8 ou 9 combats de championnat à la Maison-Blanche. Il y a 11 catégories en tout à l'UFC. 8 chez les hommes, 3 chez les dames. Si on ajoute BMF, ça fait 12. Okay. Je pense qu'il... Il voit grand. Il voit grand, puis je pense qu'il est trop grand. Ouais, je pense pas que ça va arriver. Là. Je suis complètement d'accord. Comment on peut... Premièrement... À moins qu'on invente des nouvelles catégories. Là. Premièrement, ça veut dire qu'exemple que tous les combats se rendent à la limite. Ça veut dire qu'on a 9 combats de 25 minutes ou 12 combats de 25 minutes. Une soirée va durer 9 heures. Ça va finir tard, hein? Fait que, on le sait comment il est Dana White. Hein, je pense que rien n'est assez grand, rien n'est assez gros. Là, c'est Donald Trump. Là. C'est le président là, qui veut ça. Là. Je pense que Dana va l'appeler puis va dire, garde. Calme-moi aussi. Monsieur le président, c'est impossible. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Désolé. Ça va être un bon show. Ouais. Message. Je serais prêt à peut-être dire, regarde... 3, 4 peut-être. Exact. Mettons, tous les combats de la carte principale seront des combats de championnat. Quelque chose comme ça. Mais là, il faut quand même rester avec une certaine logique. Il faut qu'il en reste pour les autres cartes dans l'année. Il n'y a pas juste une carte à vendre cette année à l'UFC. Très bon point. Il y en a 13 là, des cartes majeures qu'on veut faire. Bref, j'ai trouvé ça quand même cocasse. Puis ça fait jaser la Maison-Blanche. C'est fou. Ah oui, c'est... Dernier commentaire, peut-être Carlos Prates qui veut affronter Jack Della Maddalena. Ça, c'est intéressant quand même, j'ai trouvé ça. Très intéressant. Il n'y a pas de combat de championnat tout de suite contre Makhachev. Oui, parce que là, qu'est-ce qu'on va donner à JDM, qui a quand même détrôné Belal, mais là, qui vient de perdre sa ceinture contre Makhachev, qu'est-ce qu'on va lui donner, Je pense que Prates... Ou Morales ou Prates, surtout si on donne Ousmane en combat de championnat. Oui, donc, mais encore une fois, quelle catégorie 170 livres? Fou, ouais. Quelle catégorie? Beaucoup de mouvements, beaucoup de gros noms aussi. On s'ennuie pas dans l'UFC ces temps-ci. Là. Non, exactement. Puis l'UFC 325, la carte a été annoncée aussi. Et ça, c'est le 31 janvier. Volkanovski contre Lopez, on le savait déjà. Volkanovski qui a dit « Je prends pas ma retraite. » Les gens ont comme sorti ça un peu. Ça va être son dernier combat. Non, a mis ça de côté. Il dit non, je ne prévois pas arrêter. En demi-finale, c'est Dan Hooker contre Mauricio Ruffi. Ça va être intéressant aussi. Très intéressant. Hooker qui fait un retour quand même assez rapide encore une fois. Hein, qui niaise pas trop, mais n'a pas vraiment mangé de dommages. N'a pas vraiment eu de dommages à son dernier combat. Subi une soumission, donc peut-être prêt à repartir. Exact. 2 combattants spécialistes du combat debout. Hein? Ouais. Hooker, Ruffi, c'est 2 personnes qui vont vouloir rester sur leurs pieds, qui ont sensiblement la même... Il y a BSD aussi, je pense, sur la carte. Où il est au 324. Je vais essayer d'aller voir. Oui, Benoît Saint-Denis qui affronte... j'ai un petit blanc, mais oui, il me semble que Benoît Saint-Denis est supposé d'affronter un bon combattant. Je vais aller voir tout de suite. Là. Je regarde le 325. Là, c'est, en demi-finale, Hooker... Oh, excusez-moi. C'est Hooker contre Saint-Denis. Voilà. Oh, c'est mon erreur. Je m'excuse. Okay. Hooker contre Saint-Denis en demi-finale. Puis Fiziev contre Ruffi. Voilà. Désolé. C'est encore mieux. C'est plus logique, en fait, peut-être. Parce que Ruffi revient d'une défaite contre Saint-Denis. Hooker revient d'une défaite contre Tsarukyan. Hooker, Ruffi, ça aurait été très, très bon, mais non, je déteste pas Hooker contre Saint-Denis. Ouais. En demi-finale, et Fiziev contre Ruffi. Très relevé. Juste avant, là, c'est ça, c'est très relevé. Bref, c'est une belle carte, le UFC 325. Puis Pat Côté avait dit... Il y avait des rumeurs, apparemment. Lui, il avait entendu ça, que peut-être Corey Sandhagen contre Eman Zahabi. Lui, il avait entendu peut-être sur cette carte du 325. OK. Ce ne sera pas le cas. Mais gardez ça en tête, peut-être. Il n'y a rien de fait, là, puis c'est vraiment à l'étape de rumeur, mais ce serait un bon combat pour Eman. Hein? Oui. Corey Sandhagen, qui est classé, je pense, encore 3e ou 4e à 135. C'est ça serait absolument sa porte d'entrée pour un combat au titre. Là. Exactement. Donc, à suivre, on vous tient au courant dès qu'on entend des choses un peu plus substantielles là-dessus. On est retour la semaine prochaine pour le dernier épisode de 2025. On va faire un récapitulatif, une rétrospective de 2025 dans le monde des arts martiaux mixtes. Merci à Phil. Merci à toi, Johan.
On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Je vous rappelle, Cube Radio pour la version audio, toutes les plateformes de balado-diffusion en vidéo sur le site web de TVA Sport, sur la page YouTube de TVA Sport également. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Merci beaucoup d'être là. On se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast. SOS Podcast!